Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet, alors c'est pas forcément sur un outil, je préfère tout de suite faire un disclaimer, mais par contre une thématique qui me tient plutôt à cœur et je trouve que dans notre domaine, on n'en parle pas encore assez, c'est tout simplement la sécurité de nos applications, la sécurité des systèmes, des solutions qu'on développe. Du coup, on se retrouve tout de suite après ça pour en parler. Globalement, je vais d'abord faire un premier disclaimer. Petit 1, je ne suis pas du tout une spécialiste de la sécurité, donc je n'ai pas du tout la prétention de venir faire des recommandations moi-même sur ces aspects-là. Je peux vous donner mon avis, mais je ne suis pas une spécialiste. Deuxièmement, aujourd'hui en particulier, ce dont je voudrais vous parler, c'est d'une organisation en particulier vers laquelle vous pouvez vous référer, en tous les cas pour vous éveiller, pour commencer un peu à rentrer dans le sujet. Et en tous les cas, mon propos aujourd'hui, c'est plutôt de sensibiliser. J'ai pas la prétention du tout de donner des cours sur la sécurité informatique. Moi, j'ai un passé globalement dans l'IT. Ça fait des années que je travaille dans l'IT. Avant d'être à mon compte, je travaillais dans des grands groupes, dans les directions des systèmes d'information notamment, où j'ai eu à gérer des services informatiques pour des clients. J'ai été responsable d'équipe, j'ai été chef de projet pour déployer également des infrastructures. Je dirais que la sécurité, l'approche que j'en ai eue moi, était plutôt, bien moi-même, en tant que utilisatrice de standards de sécurité qui existaient dans ces grands groupes et les mettre en application dans les projets que nous développions avec les équipes et m'assurer, évidemment, en tant que chef de projet, de la bonne mise en œuvre et de la conformité. Alors de toute façon, en plus, on avait des collègues spécialistes de la sécurité qui vérifiaient qu'on avait bien appliqué. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que moi, on va dire que j'ai plutôt une expérience généraliste sur la question. Et donc, je me permets quand même d'en parler parce que du coup, compte tenu de cette expérience, moi, j'ai un petit peu le réflexe finalement de me poser certaines questions quand je développe des solutions pour mes clients, quand je vais aiguiller aussi des collègues ou des camarades de jeu sur certains sujets. Mais ce n'est pas nécessairement le lot de tout le monde. Et donc, mon propos aujourd'hui est de pouvoir vous apporter de la matière pour que vous ayez une certaine sensibilité à la sécurité et que derrière, vous ayez aussi des éléments vers lesquels vous pouvez vous rapporter pour commencer à vous intéresser sur ce sujet. Alors aujourd'hui, moi je vais vous parler d'une organisation en particulier qui est un peu une espèce de gardienne, un peu au niveau de la sécurité, en particulier sur la sécurité des applications web et des applications mobiles, et je dirais même par extension un peu plus dans le développement logiciel d'une manière générale. Déjà, pourquoi sommes-nous concernés? Parce que ce n'est pas parce qu'on fait du no-code qu'on ne doit pas se préoccuper de ce qui se passe dans nos applications, de la manière dont nos applications fonctionnent et communiquent entre elles en fonction des différentes solutions qui composent notre solution logicielle. Cette organisation s'appelle OWASP, WASP comme la guêpe. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire Open Web Application Security Project. C'est une organisation à but non lucratif qui existe depuis des années maintenant. Si je dis pas de bêtises, elle a été fondée en 2001, je crois. Donc ça existe depuis très longtemps. Et le but, c'est de pouvoir, à l'échelle mondiale, donc il y a une organisation en place pour cela, pouvoir permettre de donner des guidelines, de pouvoir mettre en évidence aussi des potentielles failles de sécurité et donner aussi des guides qui permettent de corriger et même de se positionner pour évaluer les niveaux de risque auxquels on peut être exposé. Donc, comme vous le voyez ici à l'écran, c'est le WASP. Ils ont émis en particulier pour le no-code un top 10. Alors, petit préambule avant d'entrer dans le vif du sujet concernant le no-code, low-code. Comment est organisé le WASP? Le WASP est organisé d'abord en projets. Il y a différents projets qui aujourd'hui sont sous la houlette de l'OWASP. Nous, on rentre dans le cadre du coup de l'OWASP Top 10 et dans le Top 10, il y a des déclinaisons selon les domaines auxquels l'OWASP va s'intéresser. On a ensuite les différents sujets ici. Donc, je vous laisserai aller regarder si vous avez envie les autres projets. Nous, on va particulièrement s'intéresser à l'OWASP Low Code, No Code Top 10.
Par ailleurs, ils sont également organisés en chapters. Donc des chapters, c'est en fait des organisations locales pour le coup qu'ils ont mis en œuvre. Donc ils ont une gouvernance un petit peu maillée comme ça selon les régions dans le monde. Voilà, donc vous avez des localisations dans le monde et des représentants dans ces différentes régions, dans ces différentes antennes régionales. Je reviens un petit cran en arrière. Donc, nous ici, vous avez ensuite les événements qui pourront se dérouler et ensuite, vous pouvez en savoir plus sur le WASP, est-ce qu'il y a des opportunités, etc. Alors du coup, concernant le no-code, low-code, moi je trouve vraiment intéressant que le WASP a pu commencer à travailler sur cette question. Moi, j'ai une grosse frustration. Je vais pas vous mentir, j'ai une grosse frustration quand je tape no-code et sécurité dans ma recherche Google. Je vais pas vous mentir, je trouve pas grand-chose. Alors, je ne dis pas qu'il n'existe rien, mais il n'existe pas beaucoup aujourd'hui de littérature, il n'existe pas beaucoup de choses très sérieuses encore. Il y a des différentes manières et modalités qui émergent, mais généralement, moi, ce que je trouve comme information, ce sont des articles ponctuels, ça et là, dans différentes, je dirais, magazines en ligne ou pas. Mais ensuite, avoir vraiment une institution qui se penche sur le sujet aujourd'hui, c'est pas encore très mature. On a quand même à noter, et ça je tiens à le faire remarquer, notre ami Benoît de Monteclair, qui a fondé NCScale, qui est une solution qui permet déjà de proposer un premier niveau quelque part d'awareness et de prise de conscience et surtout de donner et mettre à disposition des outils qui permettent d'assurer un tracking de l'activité de son application et donc quelque part la sécurité. Ça commence à arriver, mais ça reste quand même massivement un peu, si vous voulez, le sujet qu'on met de côté et puis qu'on verra plus tard quand on a le temps. Alors je vous rassure, dans les projets IT précédents, moi, que j'ai pu mener en tant que chef de projet, c'était un petit peu la même méthode. Hein. C'est-à-dire, la sécurité, il faut qu'on le fasse, mais on fera ça quand on aura le temps. Le problème, c'est qu'avec cette approche-là, en général, c'est que, d'autant plus que moi, dans les grands groupes, j'étais contrôlée. Quand on est contrôlé, qu'on ne s'est pas vraiment bien occupé des différents éléments de sécurité, bien, les équipes découvrent des choses et nous demandent donc de mettre en place des rémédiations pour corriger les potentielles failles de sécurité. Et du coup, ça prend plus de temps que nécessaire, ça prend plus d'énergie et généralement, quand on le fait en fin de projet, on a une motivation quand même qui est assez légère, hein, parce qu'on est souvent épuisé à la fin du projet, on n'a qu'une hâte, c'est de le livrer, donc c'est plutôt embêtant. Du coup, il a émergé un mouvement qui est plutôt de type security by design. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire globalement, on essaye tout de suite d'intégrer la sécurité dans les phases de conception du projet et de ne pas la laisser de côté pour ne la traiter qu'à la fin du projet. Donc moi, je suis plutôt très favorable à cette approche-là. Mais pour pouvoir faire ça, il faut avoir un minimum en tous les cas, de connaissances, pas nécessairement techniques, je tiens à le préciser, parce que si on n'a pas la connaissance technique, on peut se faire aider par des experts ou des expertes. Mais en revanche, il faut déjà être capable de se poser les bonnes questions. Et ça, c'est pas évident. Du coup, le WASP, là, moi, je trouve que cette page, elle est absolument fondamentale et c'est pour ça que je vous la partage. Je mettrai d'ailleurs le lien dans la description de la vidéo, mais ici, vous avez les différents top 10 de ce que le WASP a pu regarder pour le low-code et le no-code. Donc le top 10, ils prennent les 10 potentielles vulnérabilités qui peuvent être les plus prédominantes dans un domaine donné. Concernant le low-code et le no-code, voici la liste. Donc vous voyez qu'il y a une référence pour chacun des domaines. Et donc, on a l'ensemble ici des éléments qui apparaissent, l'impersonnation pour les comptes, mauvaise utilisation ou la mauvaise mise en œuvre des autorisations par rapport à des comptes utilisateurs, des fuites de données, des problématiques d'authentification et de sécurisation des communications, des tunnels entre les différentes applications. Ça aussi, très fréquemment, ça peut arriver. Des problèmes de configuration de sécurité. Alors, je pense que sur cet aspect-là, l'orientation, on peut regarder un petit peu
de quoi il s'agit pour le no-code. Nous, on est peut-être un peu éloigné parce qu'on a un niveau d'abstraction supplémentaire, mais c'est plutôt en général sur les serveurs. Bon, les serveurs, nous ne les gérons pas. Il n'en reste pas moins vrai qu'on a notre responsabilité pour veiller à la bonne sécurité de nos applications. Les injections possibles, des vulnérabilités sur des composants de non-confiance, et ça, on va peut-être en reparler 2 minutes. Eh bien, l'asset management qui n'existe pas, c'est-à-dire est-ce que je suis bien conscient et consciente de quels sont les différents composants qui constituent mon application ou mon site ou mon application mobile. Donc ça, c'est des vraies questions. Des fois, on oublie. Et puis enfin, la sécurité avec justement la journalisation, le monitoring, ce genre de choses. Alors, dans cette vidéo, je vais être très clair, on va pas du tout aller dans le détail de chacun des éléments. Moi, je vous pose ceci à titre d'information, à aller regarder par vous-même. Ce que je vous propose en revanche, c'est de regarder sur un des éléments, peu importe lequel, la manière dont l'OWASP structure sa démarche pour expliciter le domaine en question, quels sont les risques exposés, etc. Parce qu'il y a une méthodologie. Ils sortent pas comme ça du chapeau. Ah oui, on pense que sur le no-code, telle thématique, c'est pas secure. Non, il y a une vraie méthodologie d'analyse. Et donc, je pense que c'est hyper intéressant parce que même par rapport à cette méthodologie-là, ça peut aussi peut-être vous donner des pistes pour savoir, bah tiens, comment je peux évaluer des risques par rapport à mon application que je suis en train de développer. Donc, je vais prendre là un domaine en particulier. Je dirais là, je ne sais pas moi, allez, peu importe, data leakage and unexpected consequences. Allons-y. Et voilà comment va se présenter systématiquement pour chacun des éléments la page. La première chose à laquelle l'OWASP vous expose, c'est l'évaluation du risque de ce risque identifié ici. C'est-à-dire quel est son niveau de risque. Vous voyez qu'il y a 4 éléments qui sont identifiés. La prévalence, la potentielle, alors en français ça se dit pas détectabilité, je pense pas que ça se dise, hein, mais en gros la capacité à le détecter, l'exploitabilité et l'impact technique. Ensuite, vous avez des chiffres. 3, 2, 3, 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Globalement, chaque élément est évalué de 1 à 3. Donc 1, 2 ou 3. Assez simple. 1, le risque est faible. 2, il est moyen. 3, le risque est fort. C'est comme ça qu'il faut le lire. Pour avoir un petit peu plus d'explications sur la méthodologie, ce que je vous recommande, c'est d'aller voir. Ici, ils expliquent en fait plus précisément comment ils font leur évaluation. Je vous laisserai aller regarder, mais vous voyez ici, il y a toute l'explication et de la méthodologie, de la manière dont ils s'y prennent. Donc là, on a un résumé du tableau. Là, vous voyez, par exemple, si on a une exploitabilité, une prévalence et une détectabilité donc pour les 3 qui sont sur 3, là, pour le coup, ça veut dire que potentiellement, l'impact, il va être quand même relativement fort. Je dis relativement, parce que si on est à 2, on est relativement fort. Si on est à 3, le risque est très très fort. Ok? Donc, si vous cliquez sur OWASP Risk Rating Methodology, vous allez avoir le détail exact de la manière dont ils font leur évaluation avec une matrice d'évaluation. Donc, c'est pas quelque chose, hop, je prends, hop, j'évalue le sens du vent et je donne une note. Donc, c'est vraiment très cadré comme méthodologie. C'est pour ça que je vous la présente, parce que, si vous voulez, c'est pas parce que c'est une organisation à but non lucratif que ça n'est pas sérieux. Là, on est quand même avec des gens qui sont sérieux. Comme je vous l'évoquais, je crois, la fondation en 2001, il me semble, enfin, en tous les cas, début des années 2000. Je veux dire, ce sont des gens qui ont quand même un retour d'expérience aujourd'hui conséquent. Évidemment, ils ont commencé, bien sûr, avec le web 1.0, 2.0. Donc, c'était très orienté site web et ce genre de choses. Mais ils ont suivi le mouvement avec les applications web, les applications mobiles. Et vous voyez là le low-code, no-code. Voilà, donc ici, mon propos, encore une fois, on va pas le passer en revue tout ensemble, je vous montre juste que, voilà, il y a de la littérature, il y a de la méthodologie, nous sommes en compagnie de gens sérieux. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Là, ils réexpliquent un petit peu quelle est la problématique. Ils donnent un peu plus d'éléments de contexte ici, pour décrire
quel est le risque de fuite de données et des conséquences inattendues que cela peut avoir. Voilà. Donc là, globalement, hein, les applications avec des accès légitimes sur des données peuvent donner des accès à des services sous-jacents et donc derrière conduire à des fuites de données non maîtrisées, etc. Je vous passe le détail, je vous laisserai lire. Derrière, ils apportent une description un petit peu plus précise. Mais de quoi on parle? De quel risque parlons-on? Très bien. Ensuite, ils vont vous donner en général minimum 2 scénarios à titre d'exemple pour essayer de concrétiser un peu plus ce que l'on veut dire et les mettre un peu plus en situation. Donc ici, on en a 3. Donc, et donc, je détaille cette structure parce qu'en fait, vous verrez, on ira voir un autre domaine, c'est structuré toujours de la même manière. L'évaluation du risque, de quoi parle-t-on, quelle est la description un peu plus précise du risque, des exemples de scénarios, et puis ce qui nous intéresse, comment prévenir, comment avoir des actions proactives pour éviter ces risques. Voilà, ça, c'est bien dans du proactif, d'accord? Le réactif, c'est quand on a été audité, qu'un constat a été fait par une équipe de sécurité par exemple, ou par quelqu'un d'autre même, hein, par quelqu'un de lambda qui a découvert la faille de sécurité, qui vous la remonte, et là vous devriez faire une action réactive, c'est-à-dire une action de correction de cette faille de sécurité. Là, l'idée, c'est d'être plutôt proactif pour éviter de se trouver, on va dire, dans l'erreur, dans la problématique. Et enfin, vous allez avoir également des renvois vers des références qui peuvent vous donner des directions à suivre. Donc ici, par exemple, 3 manières qu'ont les développeurs no-code de se tirer une balle dans le pied. J'adore celle-là. Alors, je vous laisserai aller découvrir. Mais voilà, vous voyez que il ne manque pas d'humour de plus, donc c'est plutôt agréable. Et donc, vous avez ici des exemples supplémentaires. D'accord? Donc ça me semble important. Donc pour vous concrétiser, vous montrer que donc on était sur le SEC 03 du LCNC pour Low Code No Code-Security-03. Ça c'est leur référence. Si je prends non, on vient de le faire, Asset Management Failure. Voilà. Donc on a à nouveau le titre et vous voyez qu'on a exactement la même structure. Je trouve que le gros avantage de cette structure-là, c'est qu'une fois qu'on l'a assimilée, eh bien, on est vraiment très bien dans un cadre formaté qui va être très rapide pour nous à lire dès lors qu'on va avoir des nouvelles découvertes et qui vont être présentées par le WASP. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Pas beaucoup plus à ce stade, en vrai. Moi, l'idée, c'est de faire une vidéo assez courte, mais je voulais vraiment vous porter ça à votre connaissance si vous ne le connaissez pas déjà. En tous les cas, si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à aller le lire, à aller regarder paisiblement. Si vous le connaissez, mais vous l'aviez un peu oublié, remettez-le dans vos favoris parce que franchement, ça peut être utile. Pour les personnes qui voudraient aller un peu plus loin dans l'aspect technique, vous avez l'OWASP Security Knowledge Framework qui va vous permettre de vous entraîner. Alors plutôt destiné a priori aux développeurs. Je vais être honnête avec vous, je ne sais pas s'ils ont appliqué certaines choses pour des no-codeurs, donc je n'ai pas encore eu malheureusement le temps d'aller creuser un peu ce Security Knowledge Framework. Néanmoins, je vous invite quand même à aller voir, donc pour les gens qui sont peut-être un peu plus avancés techniquement, n'hésitez pas à aller voir parce que je pense notamment tout ce qui va être autour des API aussi. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, les API, ils en parlent aussi beaucoup à l'OWASP. N'hésitez pas à aller voir. Vous savez, dans le no-code, on manipule beaucoup avec les API. Alors, on a des modules intégrés dans des systèmes comme Make ou Zapier. Mais parfois, on va aussi faire directement nos requêtes quand on est un peu plus techniquement capé ou qu'on n'a pas le module concerné. On est obligé de creuser pour aller faire nous-mêmes la petite requête API qui va bien. N'hésitez pas à aller voir ça. Donc, vous voyez ici ce framework, il vous permet de pouvoir démarrer plusieurs choses. Il y a des projets, des exemples de code, des checklists, des laboratoires, une base de connaissances également. Et voilà, donc il y a tout un tas d'éléments, il y a du support. N'hésitez pas, je vous invite à aller le voir. Je vous mettrai aussi le lien direct de la page ici, de l'OWASP Security Knowledge Framework. Comme ça, vous pourrez cliquer directement dessus. Voilà ce que je voulais vous partager. Je regarde sur mon écran, est-ce que j'ai oublié des choses? Je ne crois pas. Je ne crois pas.
Donc, nous allons pouvoir conclure. Donc, concluons. Mon propos, quel est-il? Tout simplement, s'il vous plaît, soyez vraiment attentifs au fait que il y a pour moi 2 manières, il y a 2 approches à avoir pour la sécurité de vos applications. Quelques solutions no code que vous allez utiliser. Premièrement, allez regarder un petit peu, les renseignements, les informations fournies par l'éditeur ou les éditeurs quant à leurs, mesures de sécurité qui sont mis en place. Et en fait, c'est toujours intéressant de le faire parce qu'on a souvent peur, mais on se rend compte qu'en fait, généralement, les players sont très bien sécurisés. En général, sont même aux normes ISO qui sont édictées concernant la sécurité. Donc, en l'occurrence, ils sont certifiés ISO 27001. L'ISO 27001, c'est la certification ISO pour la sécurité des systèmes d'information. Ce que je veux dire, c'est que généralement, ils sont plutôt bien dotés. Alors, on a vu quand même des cas où il y a eu des soucis, mais globalement, ils mettent des choses en place. Mais il vous appartient quand même déjà d'être à peu près au courant de ce qu'ils mettent en place. Une fois qu'on a l'assurance que les solutions qu'on a choisies pour développer notre solution, elles sont secures, eh bien, c'est pas juste de se dire, OK, so far so good, moi c'est impeccable, je développe, on y va, je balance mon produit et on est bon. Non, vous avez votre responsabilité, puisque vous n'oubliez pas que vous travaillerez toujours en mode de responsabilité partagée. Les éditeurs ont leur part de responsabilité, mais vous, en tant que développeur no-code, vous avez votre responsabilité puisque vous utilisez ces applications-là, mais que ce que vous développez, c'est-à-dire tout ce que vous mettez en place, les interconnexions que vous pouvez faire entre les différents outils pour constituer votre solution, c'est vous qui en êtes responsable. Donc, vous devez savoir ce que vous faites. Vous devez vous assurer que les données, si les données de vos clients sont confidentielles, eh bien, vous ayez mis des niveaux de sécurité suffisamment fortes pour garantir la sécurité. Ça n'est pas forcément l'éditeur qui sera responsable. Il faut bien avoir ça en tête. Il y a l'aspect, bien sûr, de la sécurisation des données personnelles. La RGPD, là, l'idée aujourd'hui, on va pas rentrer dans le, dans le détail de ce sujet-là. Ça serait une vidéo à part entière. Peut-être que je referai une d'ailleurs, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez aussi votre responsabilité là-dessus, puisque en général, en matière de sécurité, on a tendance à raisonner en termes techniques. Évidemment, oui, c'est important, c'est même fondamental. Attention néanmoins, la sécurité à la base, c'est une question de processus. Vous devez maîtriser les processus fonctionnels que vous mettez en place. Vous devez maîtriser les processus de connexion, de communication entre les différents outils en amont. Et enfin, vous en ferez la déclinaison technique pour les sécuriser. Ça, c'est vraiment une démarche intellectuelle qui est pas facile parce qu'on est tous un petit peu pareil. Un problème, une solution, on a envie d'avoir une solution rapide et souvent la solution, nous, on a une approche technique. Eh bien, réfléchissez d'abord processus. Je pense que c'est fondamental et après, vous appliquerez la technique. Ça serait peut-être ma recommandation personnelle en la matière. Pour avoir vu quelques expériences qui ont pu plus ou moins bien se passer, je vous recommande cette approche. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit peu spécial, du coup, on n'a pas trop touché aux outils, mais vraiment, ça me tenait à cœur, je voulais vous en parler. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, ça me met de la force, du courage. Abonnez-vous, en plus, pour avoir les notifications sur les prochaines vidéos. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Bye bye.